Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 7e épisode. 7 numéros, c'est pas mal, hein, Catherine? Oui, bonjour Marine, en effet, c'est pas mal du tout. Alors aujourd'hui, on va évoquer la rentrée littéraire. On a passé le mois de septembre à découvrir les nouveautés, mais pas que. Et au cas où vous n'auriez pas remarqué, on a une petite préférence pour les histoires de femmes. Alors ça sera une rentrée littéraire sous le signe des femmes pour nous. Et on parlera donc du Pavillon des combattantes, d'Emma Donoghue, de Mon mari, de Maud Ventura. Et on fera une petite incartade dans un roman paru il y a quelques années avec La nuit des Béguines d'Aline Keener. Et enfin, on terminera avec la BD Madeleine résistante de Bertaille, Morvan et Riffaut. Si vous nous suivez sur Instagram, vous le savez déjà, au retour des vacances, on a choisi de faire une lecture commune du Pavillon des combattantes d'Emma Donoghue, qui vient de paraître en France aux éditions Presse de la Cité. Mais Marine, toi tu l'as lu en français et moi je l'ai lu en VO sous le titre The Pool of the Stars, paru aux éditions Picador. Et on peut vraiment dire qu'on l'a toutes les deux dévoré ce roman. Le Pavillon des combattantes, c'est 3 jours dans la vie d'une infirmière à Dublin en 1918. En pleine pandémie de grippe espagnole, Julia Power se retrouve seule à devoir gérer le service de maternité réservé aux femmes touchées par le virus. Alors que la guerre fait toujours rage, la jeune femme va devoir composer avec des moyens précaires et un manque de personnel. Heureusement, elle est entourée d'une jeune bénévole, Brady, et du docteur Kathleen Lynn, militante du Sinn Féin et recherchée par la police pour avoir participé à l'insurrection de 1916. C'est le genre de livre, je savais que j'allais aimer dès le début, avant même de le lire. Mais malgré tout, ça a été vraiment une belle découverte. En fait, c'était encore mieux que ce à quoi je m'attendais. Je l'ai vraiment, comme on disait, je l'ai vraiment dévoré. J'ai pas pu le reposer dès le début. Enfin, en fait, pas exactement dès le début, mais dès les premiers pas dans ce minuscule service hospitalier avec notre infirmière Julia. C'était fait, j'étais plongée dedans, je ne m'arrêtais plus. J'ai vraiment été happée par l'histoire, par ces destins de femmes. On est vraiment dans un huis clos, donc dans cette petite pièce où ces femmes qui attendent un enfant ont en même temps la grippe espagnole et sont traitées par la seule infirmière présente qui est Julia, notre héroïne. Et ça ne dure que 3 jours, mais ça fonctionne complètement. On s'attache tout de suite à toutes ces femmes. Elles sont très différentes, mais en même temps, elles sont toutes liées par la maternité. C'est très beau et en même temps, c'est très tragique, évidemment, vu le sujet. Oui, c'est vrai que comme toi, moi aussi, j'ai vraiment adoré et j'ai trouvé que les premières pages étaient un peu moins convaincantes parce que le rythme est très lent. Il y a beaucoup de descriptions dans ce début de roman. Ouais, des descriptions de la ville, mais en même temps, ça permet de faire un vrai contraste entre l'extérieur, la ville, et l'intérieur, cette petite salle dans l'hôpital où la tension est vraiment constante. Oui, et le rythme il est super intense. Et d'ailleurs, on retrouve un peu ces moments de creux à la fin des chapitres quand on sort dans les rues de Dublin, quand Julia a fini sa journée, qu'elle rentre chez elle. Dans ces descriptions, on se rend compte de la pauvreté, de la misère, du désespoir. Il y a une ambiance qui est très particulière, qui est très sombre, à cause du contexte sanitaire, évidemment. Ouais. Il y a des malades partout, il y a de la pauvreté. Et puis, il y a cette guerre qui est là, en arrière-plan, qui plane, en menace au-dessus de la ville. Et donc, c'est vrai que ça donne une ambiance très tragique au roman. J'ai beaucoup aimé le côté historique. Donc, comme tu disais, cette grande guerre qui plane sur l'histoire, sur les personnages, etc. Mais aussi le combat pour l'indépendance irlandaise avec le docteur Kathleen Lynn, qui est une combattante du Sinn Féin. Et puis, évidemment, la grippe espagnole, qui est pour le coup vraiment au cœur de l'histoire et qui est vraiment qui dépasse tout le reste, en fait, par son ampleur. Forcément, en plus, ça nous rappelle beaucoup de choses. Évidemment. Mais c'est vrai que, enfin, je sais pas toi, mais moi vraiment, quand on lit les descriptions, les appels à porter le masque, les panneaux publicitaires qui appellent les gens à faire attention à ne pas tousser sur les autres, à rester chez eux. Enfin, vraiment, on a l'impression de vivre la même chose aujourd'hui. C'est ça, ouais. C'est vraiment 2021 versus 1918, quoi. Les comparaisons, elles sont très évidentes, quoi. Ouais, complètement. Et du coup, je suis allée voir un peu
chercher des informations sur la grippe espagnole, je me suis rendu compte que, par contre, quand on compare les chiffres, ça n'a rien à voir. Je ne pensais pas que la différence était si importante. En fait, le nombre de morts de la grippe espagnole dans le monde est bien plus élevé que le nombre de morts du Covid. Et on se dit que ça devait être vraiment... catastrophique. Catastrophique, oui. Et puis c'est vrai que les conditions sanitaires, à l'époque, elles devaient être quand même super différentes de celles qu'on a aujourd'hui, en tout cas en Europe, tout comme les moyens médicaux. Et puis on le voit aussi dans le livre, toute la propagande de l'État qui est faite autour de l'épidémie. En gros, ils essaient de faire porter le chapeau aux citoyens en leur disant si vous tombez malade, c'est que vous ne faites pas attention, vous n'êtes pas propre. Il y a une espèce de culpabilisation comme ça de la population, vous êtes sale, il faut être courageux, il faut être fort. Et c'est très présent ça aussi dans le livre. Oui, et d'ailleurs, en comparaison avec la façon dont Julia voit son rôle d'infirmière, qui est au contraire très maternant, très auprès à prendre soin de ses patientes, c'est vrai qu'on a vraiment les deux contrastes, quoi. Exactement, c'est frappant quand on sort justement de ce contexte un petit peu de l'hôpital, et puis on va dans la rue, et même elle est révoltée à chaque fois quand elle voit ces affiches. C'est tellement à l'opposé de sa façon de faire que ça la révolte, quoi. Oui, et puis en plus... on a l'impression aussi que c'est pas forcément les bons conseils. Exactement. Enfin, en tout cas, elle le considère comme pas les bons conseils. Après, c'est vraiment assez étonnant, je trouve, parce que Emma Donoghue a écrit ce roman avant la pandémie de Covid que nous, on a vécu. Et je me dis, mais c'est incroyable qu'elle ait écrit ça juste avant et que ça résonne autant aujourd'hui. Elle avait un à-propos incroyable. Et d'ailleurs, je crois que la maison d'édition a un peu accéléré la sortie du roman pour suivre l'actualité. Et en même temps, ça marche vraiment bien. Enfin, on peut pas s'empêcher de faire le rapprochement avec notre situation maintenant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait... Enfin, je m'étais déjà fait la réflexion avec le roman La fièvre de Sébastien Spitzer, qui est paru chez Albin Michel l'an dernier, qu'on avait d'ailleurs lu, toi et moi, à la même époque, en septembre. Exactement, ouais. Et là, ça parlait de la fièvre jaune, mais c'était une situation assez similaire qui rappelait déjà notre situation aujourd'hui, enfin, ces derniers temps avec le Covid. Et aussi qu'il avait lui aussi écrit avant la pandémie. On se dit que ces auteurs-là... Ils ont du nez un petit peu quand même. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est assez similaire comme situation. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre, c'est l'approche médicale qui est très intéressante. Julia est finalement très féministe dans sa façon de soigner ses patientes, de les considérer. Il y a beaucoup de références, je ne sais pas si c'est des choses qui vous intéressent, mais à la violence gynécologique et aussi à la méconnaissance du corps de la femme, aussi bien par les médecins que par les femmes elle-même. Il y a une sorte de tabou autour de ce corps, on ne doit surtout pas en parler. Et puis on a d'un côté Julia qui elle est beaucoup dans le soin, dans l'attention, dans la prévention de la douleur, etc. Contrairement à par exemple des médecins hommes. Alors d'un côté on se dit oui, bon, ils sont en pleine guerre, il y a une pandémie, eux ils veulent faire vite, quoi. Il y a très peu de moyens médicaux, il y a peu de médecins, il y a peu d'infirmières, donc il y a une sorte d'urgence. Et en même temps, voilà, il y a ce contraste avec Julia qui, elle, connaît parfaitement les techniques, qui sait aussi comment gérer la douleur d'une femme, etc. Alors que le médecin, lui, il faut aller vite, donc, et tant pis si elle souffre. L'essentiel, c'est qu'elle accouche et point barre, quoi. Et donc, on va opérer. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que tu parlais aussi de méconnaissance du corps de la femme par les femmes elles-mêmes. Moi, j'ai été ébahie par certaines descriptions dans le roman, notamment par l'ampleur de cette méconnaissance. On a par exemple une des patientes qui a dans les 17 ans, qui connaît rien du tout, qui connaît rien de comment on fait les bébés et qui connaît rien de comment on accouche. Et donc, elle croit que le bébé va sortir par son nombril. Ouais, c'est vrai que cette scène, elle est incroyable, on n'y croit pas. Et en fait, je pense que ça devait vraiment exister, quoi. Ah oui, sûrement. Ouais. Mais du coup, Julia doit lui donner un cours d'éducation sexuelle et d'anatomie pour lui expliquer comment ça va se passer pour elle. On se dit, mais... c'est lunaire, quoi. C'est lunaire et... comment ces femmes, quel choc elles devaient avoir au moment de l'accouchement, quoi. Ouais, c'est vrai, elles devaient très mal connaître tout ce monde-là, quoi. Ouais, et après, c'est une approche médicale qui est très brute, qui est sans filtre dans le traitement des patientes. Parfois, il faut un peu s'accrocher,
Mais en même temps, moi, je trouve que c'est assez représentatif de ce que ça doit être. Après, moi, j'ai pas accouché, mais quand on en entend parler, voilà, il y a... Je pense que c'est pas une partie de plaisir, quoi. Exactement. Et moi, je trouve que c'est presque beau aussi parce que c'est la vie et c'est comme ça qu'on donne la vie. Et... C'est vrai que c'est très intéressant. Alors bon, moi, il y a certains passages, voilà, faut avoir le cœur quand même bien accroché. C'est sanglant, hein, voilà, on va pas se le cacher. Donc, si vous êtes un peu sensible comme moi au milieu hospitalier, peut-être que ça va vous retourner l'estomac. Mais comme tu dis, c'est vrai qu'en même temps, on est dans une maternité, donc il y a cette violence et en même temps cette beauté dans la naissance et c'est super émouvant. Enfin, moi, vraiment, des fois, j'avais la larme à l'œil, quoi. Donc, on imagine ce que ça peut être dans la vraie vie. Voilà, c'est sages-femmes qui accouchent. Voilà, c'est dans du sang, etc. Et en même temps, c'est super beau. Donc, voilà, on vous conseille vraiment de découvrir ce roman. C'est un super livre. Moi, je pense que c'est un des meilleurs de la rentrée littéraire, même. Après, si vous êtes enceinte, peut-être attendez un peu avant de le lire. Oui, peut-être, oui. Autre roman de la rentrée littéraire qui a eu beaucoup de succès, vous en avez peut-être déjà entendu parler d'ailleurs, il s'agit de Mon mari de Maud Ventura aux éditions de l'Iconoclaste. Alors c'est son premier roman, Marine, tu l'as lu cet été, donc je vais vous le résumer très rapidement. Mon mari, c'est l'histoire d'une femme qui aime son mari. Ils sont mariés depuis 15 ans et elle l'aime comme au premier jour, passionnément, même follement. Et on va s'arrêter là, on n'en dit pas plus, sinon ça gâche le plaisir. Donc en effet, on suit le quotidien de cette femme sur une semaine, une femme qui se révèle être un personnage vraiment très très particulier. Alors c'est un roman qui est à la fois drôle et angoissant et qui fait vraiment partie des grands succès de cette rentrée littéraire, mais j'ai aussi lu beaucoup de critiques négatives à son sujet et je comprends tout à fait qu'on puisse ne pas aimer, parce que c'est très étrange, c'est très particulier. Le personnage, il est complètement fou, elle est obsédée par son mari et donc c'est dérangeant et en même temps c'est très attachant, moi j'ai trouvé, parce qu'elle a toute cette petites manies, ces habitudes qui sont très étranges après plus de 10 ans de mariage. Par exemple, elle cache sa couleur de cheveux à son mari, elle lui fait croire qu'elle est blonde, donc elle va cacher tous ses shampoings, tous ses trucs et tout. Elle va calculer le moindre geste, comment mettre sa main dans le canapé, etc. Elle va analyser chaque parole. Donc, on va pas se le cacher, c'est un peu le genre de choses qu'on fait au début d'une relation, on est d'accord ? D'accord. Ok, ou alors je suis psychopathe. Mais non. Bon, voilà, donc ça va, on est toutes pareilles. Mais bon, sauf qu'au bout de 10 ans de mariage, on se lâche, quoi. Même avant, on est d'accord. Même plus tôt que ça, quand voilà, même. Voilà, j'espère. Et donc, c'est ça qui en fait un personnage complètement dingue. Et en plus de ça, elle a un rapport à ses enfants qui est très, très particulier aussi. On ne sait pas trop si elle les aime ou s'il la dérange. Et en gros, ils sont un obstacle à son couple. Et puis, c'est pas le genre de choses que les femmes vont dire, même si c'est vraiment le cas. Voilà, exactement. Donc là, le fait qu'elle se confie au lecteur en disant ça, là, on s'est dit, elle est vraiment bizarre, cette nana, quoi. Alors, ce roman, si je comprends bien, c'est aussi une réflexion sur le couple et sur l'amour. Moi, c'est ce qui m'a plu dans ce livre. Et c'est pour ça que je l'ai aimé, au-delà de ce personnage complètement fou. C'est que avec cette histoire, Maud Ventura nous interroge sur le couple et sur cette question qui obsède tout le monde, je pense, c'est comment garder la passion et surtout, est-ce qu'on doit la garder ? Parce que, si vous avez des magazines féminins sous le coude, très souvent, on lit des conseils sur le mariage, comment gérer une famille, comment garder la passion, comment faire durer le plaisir, blablabla, blablabla. Mais en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut le faire et est-ce que c'est normal de ne pas être au premier jour, de ne pas être après 10 ans de mariage comme on a été au premier jour ? La réponse, elle est oui, au final, parce que sinon, c'est très bizarre. Donc, peut-être que l'héroïne ne dit pas ça. L'héroïne ne pense pas ça. En tout cas, c'est sûr qu'elle, c'est pas son point de vue. Donc voilà, moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre. Et puis, il y a aussi, finalement, cette réflexion très féministe sur qu'est-ce que être une femme ? Est-ce qu'on peut être une mère, une amante ? Comment on gère sa famille, son couple ? Et pour moi, ce roman, il fait écho à tous ces questionnements sur la féminité que je trouve vraiment très très pertinent. Et en plus de ça, j'ai adoré la fin. Donc je vous en dis pas plus évidemment, mais voilà, c'est une fin qui est très réussie, un premier roman très réussi aussi, et je suis vraiment contente d'avoir pu le découvrir.
Petite entorse à notre sélection d'ouvrages de la rentrée littéraire, on va parler maintenant de La Nuit des Béguines d'Aline Keener, paru en 2017 aux éditions Liana Levy. On a voulu vous en parler quand même parce que c'est un livre que tu as lu cet été, Marine. Tu nous en parlais d'ailleurs dans l'épisode précédent et ça a été une découverte inattendue et aussi une belle découverte. La Nuit des Béguines se passe dans le Paris du XIVe siècle, au cœur du Marais, avec une petite communauté de femmes qui vit à l'abri de l'agitation parisienne, dans la quiétude et l'indépendance d'un béguinage. Ce sont des veuves célibataires, souvent très croyantes, mais non religieuses. Elles refusent le mariage et la soumission. Un jour, une jeune femme, Maheu Larousse, se présente au cloître des Béguines pour y trouver refuge. Secrète et sauvage, la jeune femme cache bien des secrets. Malgré les dangers qui les menacent, Isabelle, l'une des plus anciennes béguines de la communauté, décide de prendre Maheu sous son aile. Une fois de plus, un roman historique. Pour vous raconter un peu la petite histoire, j'ai visité les remparts d'Aigues-Mortes cet été et c'est là que j'ai découvert ce roman dans la librairie du musée et le résumé m'a tout de suite plu. Et puis après, je t'en ai parlé, Catherine, et tu m'as dit que tu l'avais déjà lu. Donc on s'est dit, ça va être l'occasion de sortir un petit peu des nouveautés pour vous en parler aussi parce qu'on a toutes les deux beaucoup aimé ce roman. Oui, alors moi je l'ai lu il y a plusieurs années. En fait, c'est ma mère qui me l'avait conseillé, qui l'avait lu avec ses copines de club de lecture et qui m'avait dit que vraiment c'était très bien. Et du coup, je l'ai lu à sa suite. Moi, je connaissais pas beaucoup l'histoire des béguines. J'avais juste visité un béguinage à Bruges il y a 15-20 ans. Et en fait, moi, je pensais que les béguinages avaient été vraiment limités à cette région du nord de l'Europe. Je savais absolument pas qu'il y en avait eu en France et encore moins à Paris. Donc, c'était une bonne découverte de voir dans le roman que ça avait existé également à Paris. Moi, c'est évidemment quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que, comme tu le dis, un roman historique, une fois de plus, et j'aime toujours beaucoup les romans qui combinent histoire et histoire de femmes, et surtout de femmes fortes et indépendantes. Alors là, tout ce qu'on aime. Voilà. Moi aussi, j'ai adoré l'histoire de ces femmes qui sont indépendantes, surtout à une époque finalement où c'est impensable. Au Moyen-Âge, on ne s'imagine pas que ce genre de communauté puisse exister. Et en fait, on découvre que les béguines ont été fondées par Saint-Louis. Elles étaient protégées par le roi, donc elles avaient quand même un certain statut, et donc ça les rend d'autant plus importantes. Et voilà, on suit le portrait de ces femmes qui fuient le mariage forcé, le viol, qui se retrouvent entre elles pour se soutenir, s'éduquer. Elles lisent beaucoup, elles prient, elles jardinent au sein de la communauté. Et en plus, autour de ce béguinage, il y a un contexte de guerre de religion qui est passionnant. On parle beaucoup des Templiers et de toutes ces communautés religieuses qui font tâche pour Philippe le Bel à l'époque. Il y a une vraie chasse aux sorcières contre les dissidents religieux et donc politiques, comme l'ordre des Templiers, les protestants, etc. Et finalement, ce roman, ça raconte un peu la bascule, le moment où les béguines vont attiser la méfiance de la société et des pouvoirs politiques. On n'arrive pas à les classer, à leur mettre une étiquette sur le front et finalement, ça dérange. Oui, c'est vrai que c'est un roman qui décrit vraiment un moment pivot dans l'histoire de France, un moment où le roi et l'Église réaffirment leur pouvoir sur la société, sur la religion, donc notamment en se débarrassant des Templiers, mais aussi où les hommes, de manière plus générale, imposent vraiment leur domination sur les femmes, en leur retirant les espaces de liberté et aussi en les excluant de l'espace public. Et c'est vraiment ce qu'on voit avec la fin des béguinages, avec les procès en sorcellerie qui ont lieu aussi un peu à cette époque. On sent vraiment dans le roman que on est sur la fin du béguinage, que c'est les derniers jours un peu du béguinage de Paris. Isabelle, Maheu, les autres ne vont pas pouvoir protéger leur mode de vie très longtemps. Et c'est une bascule que je trouve est très très bien décrite par Aline Keener. Et en même temps, elle en profite aussi pour décrire des relations très belles entre ces femmes du béguinage. Il y a une vraie solidarité entre femmes, une sororité qui est là et tout au long du roman et qui est vraiment très, très belle et très intéressante, je trouve. Oui, tout à fait. Moi, je suis d'accord avec toi. Et en plus de ça, j'ai beaucoup aimé aussi les descriptions de Paris. C'est un peu comme on se l'imagine à cette époque. Il y a des ruelles qui sont étroites, qui sont étouffées, qui sont sales. C'est vraiment le Paris du Moyen-Âge, un peu glauque, quoi. Ouais, on est un peu plongé dedans avec les odeurs, avec les marchands, les étals, etc. On a un peu l'impression d'y être. Ah ouais, tout à fait. À chaque fois,
fois, quand on fait défiler les pages, on s'imagine extrêmement bien. Et du coup, il y a ce contraste avec l'atmosphère très paisible, très nature du cloître, où finalement on cultive son potager, il y a un jardin, et voilà, on y respire, quoi. On se sent beaucoup plus à l'aise, alors que c'est censé être un endroit clos en plus. Et là, on sent encore plus que ces femmes vivent réellement à l'écart de la société. Il y en a même certaines qui travaillent d'ailleurs, et c'est très très mal vu à l'époque. Oui, oui, et on a vraiment, tu as raison, ce contraste, comme tu dis, entre le bruit et l'animation à l'extérieur et le silence et le calme à l'intérieur du béguinage. On voit vraiment, tout on à le fait. sent Ouais. dans le roman, c'est vrai. Sur le côté vraiment plus histoire et narration, moi j'ai trouvé qu'il y avait un mystère constant autour du personnage de Maheu qui est arrivé aux portes du béguinage. On se demande vraiment qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'elle se retrouve là un soir, dans la nuit. Pourquoi est-ce qu'elle doit se cacher? Est-ce qu'elle pourra échapper à ceux qui la recherchent? Enfin, c'est plein de questions qu'on se pose tout au long du livre. Et les réponses sont distillées au fur et à mesure par l'autrice, mais tranquillement au fil du livre. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est en effet un roman avec un suspense qui est très bien mené. On a des personnages qui sont complexes, qui sont mystérieux. Donc, on a envie de savoir la suite. Il y a une bonne recette, finalement, dans ce roman. Oui, tout à fait. Alors, voilà un roman historique qui nous a toutes les deux beaucoup plu. Il est paru il y a quelques années, donc peut-être que vous aussi, vous l'avez déjà lu. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à nous faire part de votre avis. Et on termine cet épisode avec la BD du mois, Madeleine Résistante, de Dominique Bertaille, Jean-David Morvan et Madeleine Riffaut, paru aux éditions Dupuis. Madeleine Riffaut est née en 1924, elle vit avec son grand-père et ses parents instituteurs dans la Somme. Elle a 15 ans quand la Seconde Guerre mondiale éclate, et atteinte de tuberculose, elle est envoyée dans un sanatorium perché dans les Alpes. Mais la jeune Madeleine est bien déterminée à lutter et à intégrer la résistance française. Ah, je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup les récits de témoignages. On est vraiment au plus près de ce qu'a ressenti la personne, notamment là avec Madeleine qui donne les informations au fur et à mesure. Alors parfois, on n'est même pas vraiment dans la réalité. Par exemple, toute la période du sanatorium, elle la raconte comme si ça avait duré 1 an. Et en fait, on réalise à la fin que ça n'a duré que quelques mois. Mais elle l'a ressenti comme quelque chose de très long et très agréable. Et du coup, bah voilà, c'est comme ça que c'est retranscrit. Et c'est vraiment quelque chose qui est très chouette, je trouve, de le vivre comme la personne l'a ressenti. On sent qu'il y a vraiment une volonté de transmission. C'est quelque chose qu'on ressent énormément, je trouve, dans cette BD. Madeleine, elle veut faire connaître au plus de monde possible sa vie, faire transmettre le souvenir de la résistance, de sa vie, mais aussi des autres résistants. Elle le vit vraiment comme un devoir. Et puis, il y a une vraie complicité entre Madeleine et les auteurs, qu'on sent dès le début et qui est un peu précisé à la fin de ce premier tome où on a un peu une description de comment s'est passée la genèse de la BD, les rencontres entre les auteurs et Madeleine, etc. Vraiment, on sent qu'ils sont très proches, qu'ils sont devenus très proches même. Pourtant, elle ne doit pas être très simple, cette Madeleine. C'est une dame de 97 ans qui semble avoir un très fort caractère. Elle est vraiment dans le no bullshit. Mais en même temps, avec une vie pareille, c'est pas très étonnant. Oui, non, je pense pas. Ouais. Et c'est vrai que bon là, du coup, c'est un premier tome. C'est une BD qui sera déroulée en 3 tomes. Et finalement, ça me rappelle un peu le travail de Fabien Toulmé avec l'Odyssée d'Hakim. Tout ce travail de recueil, de témoignages, d'interviews. Voilà, ce travail journalistique, comme on en avait parlé dans l'épisode. Ouais. Et c'est exactement la même démarche que les auteurs ont eue avec Madeleine. Et il l'explique du coup à la fin, Tout à fait. fin du premier tome. Et comme Fabien Toulmé, il l'explique et il raconte un peu, il se met en scène aussi. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve c'est vrai que c'est très intéressant. Ouais. Ça nous fait encore plus rentrer dans la BD et dans l'histoire, je trouve. Ouais. Et puis ça rend du coup les personnages encore plus réels. Ouais. Ce premier tome, ça se concentre vraiment sur l'entrée en résistance de Madeleine, donc faut pas non plus s'attendre dès le début à avoir énormément d'action, malgré le titre. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai lu le titre, on s'attend à ce qui est de la bataille, tout ça, Madeleine résistante, bon, ça on en voit. Finalement, voilà, c'est un premier tome qui raconte déjà son enfance, son parcours et qu'est-ce qui va la pousser finalement à rentrer dans la résistance ensuite. Oui, c'est vrai que ça commence assez doucement. Moi, je trouve que c'est un peu un premier tome qui donne les clés de la vie de Madeleine,
qui explique les origines et comment elle en est arrivée à s'engager de cette façon. Donc on a description des humiliations vécues au début de la guerre, sa maladie qui, je pense, a joué un rôle important, un viol qui, elle le dit, a été... déterminant et traumatisant, quoi. Voilà, déterminant et traumatisant. Et aussi son rapport à la peur et à la mort. On commence direct, d'ailleurs, avec ça. Et on réalise qu'elle échappera à la mort plusieurs fois dans sa vie, ce qui est assez incroyable. Et qui, je pense, aura un vrai rôle très important dans comment elle détermine sa vie par la suite. Oui, c'est ça. Et puis en plus, c'est un témoignage qui est très touchant par tout ce qu'elle raconte. Et en même temps, moi, je trouve qu'elle raconte son histoire avec beaucoup de détachement. Enfin, il y a une sorte de voilà, ça s'est passé comme ça, et puis point barre. Alors que quand tu lis le truc, t'es quand même un peu... Enfin, elle a vécu de sacrées épreuves, quoi. Et elle en parle, voilà, de façon très détachée. Mais est-ce que c'est pas... Enfin, tu vois, moi, je me dis... J'ai l'impression que c'est un peu une bravade. Oui, c'est ça. C'est toujours cette combattante qui est là et qui dit même pas peur, quoi. Exactement. Et par contre, il y a aussi beaucoup d'émotions, surtout quand elle parle de son grand-père. On sent que voilà, c'était quelqu'un de très très important pour elle et ces moments-là sont particulièrement touchants. Oui, on sent qu'il y avait vraiment une très jolie relation entre elle et son grand-père et qui a eu aussi beaucoup d'importance pour elle. Oui, c'est vrai. Et qui a été déterminant dans ses choix de résistance, etc. C'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ellipses, surtout au début. Personnellement, moi, je n'aime pas trop ça, que ce soit en roman ou en BD. J'aime pas trop ce mode de construction parce que ça me détache un peu de l'histoire. Mais bon, là, c'était pas non plus extrêmement dérangeant dans cette bande dessinée. Moi, je me suis dit, c'est peut-être un peu comme quand on discute avec quelqu'un, ou particulièrement peut-être avec une vieille dame qui nous raconte son histoire. Elle saute des étapes, elle devance, elle revient en arrière. Donc ça rend le récit finalement très vivant, comme tu disais. On a son ressenti tel quel, quoi. Ouais, et moi j'ai trouvé que c'était très fluide, justement. Pour le coup, moi, les ellipses ne m'ont pas du tout dérangée. J'ai même trouvé que ça permettait d'aller à l'essentiel, que ça rendait le récit assez puissant. On a un peu d'ailleurs l'impression que c'est à l'image de Madeleine. Elle va à l'essentiel. Rien n'est caché ni minimisé. Mais au contraire, on te raconte tout de façon très brute et ça rend le récit d'autant plus fort. Oui, et puis aussi, il y a quelque chose, on oublie à quel point Madeleine était jeune. Quand elle est rentrée en résistance, elle avait 17-18 ans, mais elle a déjà une attitude qui est très très mature, très déterminée, et on le sent aussi dans les apartés qu'elle adresse aux lecteurs et donc aux auteurs. C'est une femme avec beaucoup beaucoup de caractère. Ah oui, et puis rien que dans ce premier tome, on a vraiment l'impression qu'elle a vécu plusieurs vies. Alors j'imagine pas la suite. Oui, c'est vrai que ça annonce la couleur un peu quand même. Et puis, moi, ce que j'aime bien dans cette BD historique, c'est qu'on comprend aussi le rôle de la résistance et surtout que la résistance, finalement, c'était pas seulement poser des bombes, c'est aussi beaucoup de transmission d'informations, de données, de messages. Et aussi, ça rappelle, et c'est très important de le souligner, que les femmes avaient un rôle essentiel dans la résistance, parce que finalement, beaucoup d'hommes étaient faits prisonniers ou envoyés en Allemagne pour travailler avec le STO. Et donc, les femmes ont eu un rôle déterminant, et c'est un témoignage qui est d'autant plus important. Oui, important, et qui redonne leur juste place aux femmes dans cette histoire de la résistance. Qu'on a tendance à oublier. Ouais. Donc c'est vrai que moi, j'ai hâte de voir les 2 autres tomes. Je pense qu'on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet de la résistance et j'ai hâte de voir ça. Ouais, je pense qu'on n'a encore rien vu. Déjà, il y a quelques passages qui sont quand même pas faciles dans ce premier tome. Alors, vu ce qui nous attend pour la suite de l'histoire, je pense que ça va être encore plus difficile. Après, moi aussi, j'ai très, très, très envie de savoir. Moi, je la connaissais pas du tout, Madeleine Riffaut. J'avais pas entendu parler d'elle avant de découvrir donc cette BD à sa sortie. Et j'ai essayé de ne pas trop lire. Je me suis dit, je vais découvrir son histoire dans la BD. Et puis, à la fin de ce tome-là, j'ai pas pu m'en empêcher. Je suis quand même allée voir quelques interviews d'elle. Tu me spoiles pas, hein. Non, je ne dis rien. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment, du coup, la suite est racontée. Eh bien voilà une belle rentrée littéraire, on espère que vous y trouverez aussi votre bonheur. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ces découvertes et surtout quelle a été votre rentrée littéraire à vous. Comme toujours, on veut savoir et si jamais on peut rajouter 2-3 livres ou plus, oui, sur notre pile à lire, on est preneuse. Et comme d'habitude, vous pouvez aussi nous retrouver sur notre Instagram, lebruitdespages.podcast et sur notre blog. C'est là que vous trouverez toutes les infos sur les livres dont on vous a parlé ce soir.
Vous pouvez aussi jeter un œil à mon Insta au fil des pages. Et puis si vous voulez nous laisser des commentaires et liker le podcast sur les plateformes d'écoute, on ne dit pas non. Plus il y a de commentaires et de likes, plus le podcast est mis en avant et plus vous êtes nombreux à nous écouter. Et évidemment, on aime bien ça. On aime beaucoup même. Et avant de se dire au revoir, petit tour de table de chevet pour parler de nos lectures du moment. Alors je vais commencer avec moi, comme ça c'est fait. Moi, donc j'ai bien avancé dans la 5e saison de N.K. Jemisin, dont je vous parlais le mois dernier. C'est vraiment super, j'adore. Je vais essayer d'enchaîner directement avec le 2e tome, mais c'est pas gagné parce que mon chéri risque de me le piquer et se lancer dedans avant moi. Donc c'est un peu une course contre la montre là. Alors moi, je suis en train de terminer le 1er tome de La Villa aux étoffes d'Anne Jacobs et je vais ensuite enchaîner avec The Foundling de Stacey Hawes. J'ai vu qu'il venait tout juste de sortir en français sous le titre L'orpheline de Foundling. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro du Bruit des pages. On est en train de vous concocter un petit épisode spécial pour Halloween à suivre donc. Et d'ici là, rendez-vous à la prochaine page.